Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 7 du Tour de France 2022. J'ai un petit truc au milieu de la gorge là. Entre Tomblaine et la super planche des belles filles, 176 km pour cette première arrivée au sommet du Tour de France. On va revenir bien entendu sur le parcours, les célébrités, l'histoire sur le Tour de France. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos favoris pour cette étape. Également votre grosse cote. Et si vous êtes... si cette arrivée vous intéresse ou si vous commencez à être lassé par la planche des belles filles, et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Mais là on va parler un petit peu de foot féminin dans les jours à venir. On parlera notamment des 2 premiers matchs de l'Euro 2022 féminin. Voilà, ça va être un petit peu le deuxième fil rouge pendant ces semaines, parce que vous savez, je ne regarde pas le foot en temps normal. Le foot, on va dire, classique, je suis un petit peu le résultat, mais le foot de championnat ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, le foot au niveau des équipes nationales, ça m'a toujours passionné. Donc, on en parlera. Première arrivée très difficile avec la version super planche qu'on retrouvera également pour les filles dans 3 semaines. Donc forcément, il y a des malins qui vont s'amuser à comparer les temps. Je le sais déjà. Donc c'est la première arrivée très difficile de ce Tour de France avec une vraie arrivée de grimpeur, une arrivée première catégorie. Et on a mis quelques petites difficultés avant, mais on n'a pas fait la même erreur que certaines années de mettre une vraie grosse étape de montagne où il ne se passait pas grand chose avant, parce que en fait la planche des belles filles, ça fait partie des difficultés qui un peu se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est tellement dur que de toute manière la course ne se déclenchera qu'à la planche des belles filles et pas avant. C'est peut-être pas forcément l'étape qui va être la plus passionnante, c'est une étape quand même qui aura des conséquences au niveau du général, parce que foncièrement il va y avoir des écarts ce soir vu la difficulté du parcours. Forcément il y a des coureurs qui vont souffrir, il y a des coureurs qui perdront beaucoup de temps, il y a des perdants, il y a des coureurs qui ne seront plus là pour le général. Après, est-ce qu'un coureur se détachera et prendra 30 secondes, 40 secondes d'avance ce soir? Pas sûr non plus, parce que ça voudrait dire également prendre le maillot jaune au bout du 7e jour de course. Il y a encore 2 semaines donc où il faudrait contrôler. Pas forcément évident, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Autant, par exemple, en haut du col du Granon ou en haut de l'Alpe d'Huez, là on aura fait déjà, je dirais, au moins 50% du parcours, donc ça sera plus intéressant. Autant là, c'est presque peut-être un peu trop tôt. Alors après, du côté de la super planche des belles filles, bon, il y a 1 km en plus par rapport à la planche des belles filles, mais vous savez, je trouve que cette montée est surutilisée en ce moment. On en parlera un peu après dans les vidéos histoire, mais on a eu une surutilisation à une époque de l'Alpe d'Huez, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Là, je trouve qu'on surutilise la planche des belles filles, super planche des belles filles, on surutilise cette difficulté. Moi, j'aime pas quand on utilise tout le temps les mêmes difficultés. Le Mont Ventoux aussi, qui est très souvent utilisé sur le Tour de France. Le Mont Ventoux, c'est un peu comme l'Etna, tu vois. En plus, il y a autant de spectacles que du côté de l'Etna. L'Etna, par exemple, c'est beaucoup trop utilisé par le Giro. Bah, la planche des belles filles, c'est beaucoup trop utilisé par le Tour de France. Surtout que c'est pas une montée vraiment enfin c'est spectaculaire quand t'es sur la planche des belles filles, mais tu peux pas mettre de stratégie en place parce que ça se fait à la pédale. Et tu peux pas créer une grosse étape de montagne aussi avant parce que tu sais que les montées précédentes vont être... Enfin voilà, on roulera pas à fond dans les montées précédentes, ça se passera au train. Donc c'est pas forcément hyper intéressant. Dénivelé positif de cette étape, 2533 mètres, mais quand il y a du pourcentage, ça rend tout de suite la chose beaucoup plus compliquée. On regarde tout de suite le profil de cette étape. Donc Tomblaine, la super planche des belles filles, 176 km. Je dirais que sur les 100 premiers kilomètres, il ne se passera pas grand-chose. On essayera surtout de prendre la bonne échappée et que l'échappée prenne de l'avance. On passera notamment à Lunéville, à Magnières, à Granges-sur-Vologne. La Vologne, on en parlera un petit peu dans la portion célébrité, mais vous allez voir pourquoi après. Pour ceux qui s'intéressent aux affaires judiciaires. Et puis on aura le sprint intermédiaire à Gérardmer,
ça sera au kilomètre 101, on sera à 679 mètres d'altitude à ce moment-là. Et puis on sera quasiment au pied de la première difficulté du jour qui sera 7 km après, le col de la Grosse Pierre, 3 km 1 à 6,3% de moyenne. Le col de la Grosse Pierre, vous voyez, c'est pas très long, mais il y a du pourcentage, voilà, 8, 7%. Ça sera déjà une bonne mise en bouche, voilà. Pour le reste de la journée, ça va permettre de réveiller les jambes tranquillement pour les grimpeurs. C'est une montée intéressante, c'est pas mal. Le col de la Grosse Pierre, on a le temps Strava. Le record est à 7 minutes 47 secondes. La moyenne chez les professionnels est à 10 minutes 53. Et au final, il y a 23 128 résultats qui ont été pris en compte par Strava. Donc je dirais que ce sont des résultats quand même plutôt fiables pour Strava. Donc vous voyez 0,747 pour le record. Donc c'est une petite distance. Ça montre que c'est quand même pas si facile que ça. On aura ensuite la descente et on ira vers le col des Croix, qui sera au kilomètre 135,5, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée de cette super planche des belles filles. Col des Croix, 3 km 3 à 5,4% de moyenne, côte de 3e catégorie, col des Croix. On est à la limite entre... moi j'aurais plutôt mis en 4e catégorie. Je pense qu'on l'a mis en 3e, c'est parce qu'il fait 3 km. Mais c'est tout petit col, pas très difficile. Vraiment, c'est pas la montée la plus compliquée, cette montée. Donc voilà, le col des Croix. Je n'ai pas le segment de Strava parce que sur le site du Tour de France, c'est faux. On met une côte de 7 km, il n'y a pas de côte de 7 km. Voilà, c'est une petite difficulté sur le parcours. Pour les échapper, ça permettra de récupérer des points au classement de la montagne. Et puis on redescendra vers Bellonchamp au kilomètre 152. On aura la côte de la Chevestraille, donc c'est cette côte de 7 km qui n'est pas très difficile, on ne la met même pas au classement de la montagne. C'est une petite bosse qui se situe à une dizaine de kilomètres du pied de la super planche des belles filles. La super planche des belles filles, le sommet de cette étape, 1141 mètres d'altitude, 7 km à 8,5 de moyenne. La particularité par rapport à la planche traditionnelle, c'est que vous avez un dernier kilomètre qui est en partie non asphalté et qui est un enfer avec des passages à 21-22% sur cette super planche des belles filles. Bon, vous le voyez, il n'y a pas à photo. Quand c'est noir, c'est que c'est au-delà de 9% de moyenne. Donc vous voyez sur le kilomètre, encore une fois, donc vous voyez, c'est très compliqué. Notamment un passage à 11,1 entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, mais c'est jamais facile. C'est surtout que la super planche des belles filles, ce sont souvent des murs, c'est-à-dire qu'on a des petites périodes de replat et ensuite on a des murs qui se dressent devant vous, surtout entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, parce qu'on a l'impression que c'est facile, 6,3%, oui, sauf qu'il y a déjà un passage à 20% en fait dans ce kilomètre-là. Donc ça veut dire que c'est très irrégulier en fait. C'est vraiment un véritable mur. C'est au-delà de ce kilomètre qu'on plaçait avant la ligne d'arrivée. Et on rajoute donc le kilomètre supplémentaire à 10,3% et qui est vraiment un enfer parce que 10,3%, encore une fois, c'est la moyenne, sauf que les 100 derniers mètres sont plats et que je dirais que les 150 premiers mètres également de ce kilomètre sont plats. Donc c'est pour vous dire que c'est ensuite que ça grimpe vraiment très très fort. Encore une fois, c'est non asphalté, donc ça sera du gravel pour le final. J'espère que par contre, ça sera du gravel de bonne qualité parce que ça serait quand même chiant que la course se joue sur des crevaisons. Pas de grandes difficultés, il faudra faire attention sur les routes qui peuvent parfois être étroites, mais c'est pas non plus extrême. Le rendement peut parfois ne pas être toujours très bon, mais sur la super planche, on a un goudron qui est assez propre. Donc ça devrait pas trop mal se passer. Dernier virage aux 200 mètres. Mais de toute manière, on ne devrait pas être 150 pour un sprint massif. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Ça monte à peu près jusqu'aux 75-100 derniers mètres. On va revenir sur la première arrivée dans la partie histoire sur la super planche des belles filles. C'était lors du Tour 2019 pendant l'étape numéro 6. 1 km supplémentaire non asphalté, ça j'ai déjà dit, et à l'époque ça faisait vraiment extrêmement peur. Je me souviens de la tension un petit peu des coureurs au départ qui savaient que cette étape serait compliquée, surtout avec cette arrivée. Surtout que
l'étape n'était pas plate. Auparavant, c'était une vraie grosse étape de montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Nous avions notamment le Markstein, le grand ballon et le ballon d'Alsace en première catégorie. Puis nous avions également 2 côtes de deuxième catégorie, le col des Chevrières et le col de Hunsdruck en deuxième catégorie. Je pense que c'est Hunsdruck, je le prononce à l'allemande. Là, mais je pense qu'à l'alsacien, voilà, je pense que ça doit se prononcer Hunsdruck, sinon Hunsdruck. Mais comme il n'y a pas des umlaut, des trémas, voilà, en français sur les U, je pense que ça se prononce Hunsdruck. C'est une belle étape de montagne au programme, même si on peut craindre que les leaders décident d'attendre la dernière bosse avant de se découvrir. Bah oui, c'est un peu le problème de la super planche des belles filles, c'est tellement dur que souvent on n'attaque pas trop avant. C'est un peu le syndrome mur de Huy aussi. C'est rare qu'on ait des grosses attaques avant le mur de Huy, à part cette année sur la Flèche Wallonne, parce que normalement ça fait quand même un petit peu peur le mur de Huy. Ça sera également un vrai challenge pour le maillot jaune de l'époque, Julien Alaphilippe. C'est la première fois sur une étape compliquée qu'il doit défendre son maillot. Il l'avait pris lors de l'étape numéro 3. Dès le départ, 14 coureurs partent à l'aventure. On retrouve à l'avant Dylan Teuns de la Bahreïn, vainqueur d'une étape du Dauphiné lors de cette année 2019, donc plutôt en forme. Thomas de Rent et Tim Willems qui est le maillot à poids et qui sont dans l'équipe Lotto. Benoît Cosnefroy, la jeune pépite d'AG2R mondial à l'époque, le jeune puncher, ancien champion du monde espoir. Niklas Arndt du côté de la Sunweb, Nathanael Berham, l'érythréen de la Cofidis. Fabien Grolier de la Total Direct Energy, Nils Poli de la Katusha Alpecin qui va certainement souffrir, Andrea Pasqualone de la Monty Groupe Gobert, également sprinter, ça va pas être facile, et puis encore plus surprenant, le coureur d'Arkea Samsic, le gorille de Rostock, André Greipel, Mister Grosse Cuisse, qui a été également dans cette échappée. Après 20 km de course, écart est de plus de 5 minutes. Willems passe en tête dans les 4 premières difficultés du jour, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour son maillot à poids à Tim Willems. Au pied du ballon d'Alsace, échappé à 8 minutes d'avance, qui commence à être un très bel écart, surtout sur l'étape de montagne, où le peloton aura peut-être du mal à s'organiser, avec parfois des routes pas simples au niveau des descentes. Derrière, on commence à réagir du côté de la Movistar, parce qu'on sent que ça peut tourner vraiment à l'avantage de l'échappée. Dans le col de la Croix, à 40 km de l'arrivée, tiens, on le prend aujourd'hui également, ce col de la Croix, eh bien, De Rennes décide de partir tout seul dans le groupe de poursuivants. Julien Bernard se sacrifie pour Giulio Ciccone. J'avais pas fait le rapprochement, mais si je comprends mieux pourquoi il est en 3e catégorie, le col de la Croix, c'est que si c'est la même face que cette année-là, pour avoir vu le résumé de l'époque, c'est hardcore sur la fin, à certains passages. Parce que si c'est la même face. Le coureur italien n'est qu'à 1 minute 43 de Julien Alaphilippe, le maillot jaune. Dans le col des Chevrières, Thomas de Rent coince. Ah non, ça devait être le col des Chevrières. Donc, encore une fois, retirez ce que je viens de dire, ça devait être le col des Chevrières que j'avais dû avec De Rent, arc-bouté sur son vélo. Il est dépassé par 4 coureurs, Teuns, Ciccone, Willems et Meurice. Il attaque la super planche. Ils attaquent la super planche avec 4 minutes d'avance sur le peloton. À 4,5 km de l'arrivée, Ciccone prend ses responsabilités, l'écart devenant de plus en plus faible. Il veut prendre le maillot jaune et il accélère le rythme. Seul Dylan Teuns arrive à suivre. Dans le peloton, c'est à peu près au même endroit que Warren Barguil décide de changer de rythme, le champion de France qui sera suivi peu après par Mikel Landa qui lance la première banderille pour les leaders. À 75 mètres de l'arrivée, Dylan Teuns fait craquer notre ami Ciccone et il s'impose au sommet. Dans le dernier kilomètre, Alaphilippe accélère parce qu'il sent que son maillot jaune est véritablement en danger. Il fait craquer Romain Bardet. Le problème, c'est que ça ne sera pas suffisant pour Julien Alaphilippe qui perd son maillot jaune pour 6 petites secondes. Belle performance de Geraint Thomas et Thibaut Pinot qui vont prendre quelques secondes d'avance sur leurs adversaires. Fabio Aru, Valverde et Bardet perdent 1 minute sur les favoris. Pour Fabio Aru, c'est pas vraiment la même réussite qu'en 2015 de tête. Et puis Ciccone prend le maillot jaune et le maillot blanc, mais les écarts restent extrêmement faibles. Tim Willems, lui, conserve le maillot à poids. On passe aux personnalités, les personnalités de la région. Alors, je le dis parce que parfois on me dit « t'as pas parlé de telle personne ou telle personne ». Pour les personnalités de la région, je me base sur les informations que donne ASO et parfois sur le fait que je sache que telle star est née à tel endroit sur mes connaissances personnelles. Mais
il s'avère que parfois ASO ne dit pas que certaines personnalités sont nées à certains endroits. Il faut un choix hiérarchique qui, c'est vrai, on pourrait le dire, parfois est discutable, mais je ne vais pas cliquer sur chaque page Wikipédia de village traversé par le Tour de France pour savoir s'il y a une personnalité connue. Sinon, je ne m'en sors pas. Il faut savoir déjà qu'une vidéo vraiment de présentation du Tour, ça me prend, je pense, facilement 2h30 à faire. Entre 2h et 2h30, je dirais, le temps de tout faire. Donc voilà, ça prend déjà un petit peu de temps. Nous avons Thibaut Pinot, bien entendu, la plongée Bellefille, c'est un petit peu sa région. Nous avons également Christophe Mangin, qui est dans ce coin-là, qui est de Tomblaine, la ville de départ. Christophe Mangin, connu pour sa presque victoire sur le Tour de France. Il était tombé dans le dernier virage, alors en échappé. Et il avait une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, 10-15 secondes d'avance sur le peloton, et c'était vraiment à 2 doigts d'aller chercher la gagne. Parmi également les personnalités du cyclisme, on a Gilbert Bovin, qui est né à Lunéville. Alors vous allez me dire qui est Gilbert Bovin, parce que c'est vrai que c'est du cyclisme un petit peu ancien. Eh bien, il est deuxième du Tour 1956, battu par André Darrigade. Alors, il y aura même une petite polémique sur ce Tour 56. À l'époque, on n'était pas par équipe de marque, on était par équipe nationale. Et Gilbert Bovin a toujours pensé que l'équipe de France avait favorisé André Darrigade, notamment lorsqu'il avait pris une échappée. Alors, je crois que c'était une étape vers Toulouse, mais je peux peut-être me tromper, où le peloton, l'équipe de France avait décidé de rouler derrière lui alors que l'échappée avait une belle avance. Et il avait toujours reproché cette attitude à l'équipe de France d'avoir favorisé André Darrigade par rapport à lui. Il est vainqueur également du Tour de Romandie 58, 4 étapes sur le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et il a 94 ans, donc si j'ai noté son âge, c'est qu'il doit être toujours en vie. Parmi les autres personnalités, nous avons beaucoup de personnalités sur cette étape. Nous avons Marcel Picot. Le stade de Nancy s'appelle Marcel Picot, mais c'est également une personnalité de la région. Autre personnalité du club de Nancy, c'est Michel Platini, également. Michel Platini, joueur qui est passé également à Saint-Étienne, à la Juventus de Turin, trader à ses heures perdues. Petite blague pour le trader. Michel Platini, président de l'UEFA également, impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires depuis quelques temps. C'est vrai qu'il passe plus son temps en ce moment dans les tribunaux que sur les tribunes des terrains de football. Anne-Sophie Matisse également, quadruple championne du monde de boxe. Donc sacré palmarès. Du côté de la planche, parmi les personnalités qui sont de la région de la planche et Bellefille, on a Jules Rimet, qui est quand même le créateur de la FIFA. Et je rappelle, le créateur de la Coupe du Monde, au départ, le premier trophée qu'on remettait, c'était c'est le trophée Jules Rimet, lors de la Coupe du Monde. Première Coupe du Monde qui est en 1932 en Uruguay et qui à l'époque était sous invitation. Il n'y avait pas de qualification pour cette première Coupe du Monde. Remportée par l'Uruguay, je crois que c'était à domicile, de tête. Vous avez également Patrick Bouchité du côté des personnalités. Patrick Bouchité, le comédien qui a fait notamment La vie des animaux. Stéphane Peter Hansel, connu pour ses 14 victoires au Dakar. Je crois que c'est autant que Nadal. Nous avons également Nicolas Vouilloz. Nicolas Vouilloz qui a fait du rallye, notamment champion d'Intercontinental Rally Challenge, mais surtout connu Nicolas Vouilloz pour avoir été champion du monde de VTT descente. Je crois qu'il a 3 titres de champion du monde, 3 ou 4. Nicolas Vouilloz dans les années 90. Et puis le Ménil, c'est la ville de Clément Noël. Et puis on passe également dans la Vologne. Et quand je vous parlais de la Vologne et d'affaires judiciaires, bien entendu, c'est l'histoire du petit Grégory. La Vologne, voilà, c'est là où le petit Grégory avait été retrouvé. Histoire toujours non élucidée. On ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory et qui était le corbeau. Du côté de la météo, grand soleil. Sur cette étape, du côté des températures, on aura entre 23 degrés du côté de la planche des Bellefille, donc c'est-à-dire à 1000 mètres d'altitude, jusqu'à 26-27 degrés en plaine, donc il va quand même faire une petite température, une petite chaleur. On pourrait avoir 29 degrés en ressenti. Le vent, il sera léger, il viendra du nord, il devrait pousser les coureurs sur le parcours. Il sera plutôt de dos. Peut-être parfois de 3/4 d'eau, mais c'est quand même une région qui est pas mal protégée, surtout sur la deuxième partie d'étape. Il y a quand même pas mal d'arbres.
Donc je dirais pas trop de risque de bordure, surtout que le vent ne sera pas extrêmement fort non plus, entre 15 et 25 km/h. Du côté de la stratégie échappée, 4 à 8 coureurs, ce qu'on avait eu un petit peu en 2019, soit victoire de l'échappée parce que le peloton commence à être un petit peu fatigué après 7 jours de course, soit victoire du peloton. Je favorise plutôt une victoire du peloton. Du côté des favoris, j'ai mis bien entendu Tadej Pogačar en forme, bonne condition physique pour le coureur, et puis il aime quand même déjà la planche des belles filles. On se souvient notamment du contre-la-montre. En 2020, Dylan Teuns, un petit peu les mêmes raisons, il a déjà gagné sur cette étape. C'est un très bon puncher, je rappelle vainqueur également cette année de la Flèche Wallonne. Alors certes, la condition physique a l'air d'être un peu moins bonne en ce moment, mais c'est forcément un coureur sur lequel il faudra compter. J'ai bien entendu mis Vlasov. Pourquoi Vlasov? Parce qu'il aime déjà les arrivées un petit peu puncher. C'est quand même un coureur qui a des qualités dans ce domaine-là. Et puis surtout, le gravel, ça ne l'effraie pas. Il avait été très bon lors de la première étape. Je crois que c'était le Tour de la Communauté de Valence qu'on avait suivi, où il y avait du gravel. Et puis parmi les grosses cotes, j'ai mis Giulio Ciccone en échappé. Ça fait partie des coureurs qui ne jouent pas vraiment le général. Partir en échappée pour Ciccone, ça pourrait être intéressant. Les horaires, départ à 13h05, je rappelle encore une fois, c'est le départ réel. Le col de Grosse-Pierre, là où ça commence un petit peu à devenir intéressant, ça sera entre 15h41 et 15h56. Le pied du col de la planche des belles filles, ça sera entre 16h55 et 17h16 pour une arrivée prévue entre 17h17 et 17h43. Pourquoi? Car j'ai oublié de vous parler du segment de Strava de la super planche des belles filles. Le record est à 19 minutes et 56 secondes pour les 7 km, en sachant que la moyenne du côté des professionnels est aux alentours de 29 minutes 34. C'est une montée donc extrêmement difficile comme vous pouvez le voir, parce que 19 minutes 56 pour seulement 7 km, ça vous montre que ça fait quasiment 3 minutes par kilomètre. Donc ça fait on va dire, ça doit être le record, on doit être aux alentours de 23-24 km/h. Donc voilà, de moyenne, donc c'est vraiment pas très élevé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve donc ce soir pour le débrief de cette étape. Allez, ciao ciao sur la Miracle Production.